À vous la main, Philippe et Johanna. Très bien. Bonjour à tous. Donc, nous sommes voilà, Philippe Klinge et Johanna Pépin. Donc, nous sommes en fait référents facturation électronique pour la direction départementale des finances publiques de Moselle. Euh, En ce qui me concerne, je m'occupe également de l'accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises. Donc, je travaille sur la sécurisation juridique du point de vue fiscal de petites entreprises à différents moments de leur vie, notamment quand elles lancent un projet, quand elles commencent à faire de la recherche, elles s'implantent en zone à fiscalité privilégiée. Voilà, de manière à ce que elles connaissent bien leurs obligations vis-à-vis de la fiscalité et que finalement elles soient sécurisées de ce point de vue-là. Pour ma part, je suis donc Johanna Pépin, rédactrice au contentieux des professionnels et également je suis en charge du traitement des demandes de législation à travers les rescrits ou les demandes juridiques plus générales. Voilà. Donc, on va vous présenter la réforme de la facturation électronique hein, pour vous accompagner un peu dans les obligations qui vous incombent hein, à partir du 1er septembre 2026. Hein, ça va arriver assez vite. Et donc, dans un premier temps, on va vous diffuser une vidéo de présentation. Sur 3 minutes 30, hein. Oui, on va faire le partage. Voilà, petite seconde. Alors évidemment, il faut trouver voilà, c'est parfait, on trouve plus la vidéo. C'est anglais. C'est pas son. C'était dans... Et C'est dans l'onglet en Microsoft, tu peux regarder si tu là. as. Ah non. Ouais, ah non. Euh, Pourtant non, il est ouvert ici Il est ouvert aussi, sur le mais cône et puis il il t'abonne. marchait il y a 2 secondes, mais apparemment il apparaît plus. Allez, ça je vais essayer de le fermer, de le réouvrir. Ouais, Excusez-nous, une petite seconde. Ça fait partie de la magie ouais, des aléas des, de. des interventions en distanciel comme ça. Ah, ça y est, Voilà, il il s'est a. réouvert, nickel. Alors, il s'est même lancé. Le 1er septembre 2026, la France entre dans l'ère de la facturation électronique. Cette réforme majeure pour les entreprises s'inscrit dans un mouvement global de simplification et de modernisation des échanges commerciaux. Pour l'État, elle est aussi un levier pour une meilleure connaissance de l'économie française. Avec la facturation électronique, fini les galères telles qu'on les connaît aujourd'hui. La facturation électronique est plus juste car elle favorise une concurrence plus loyale. Elle est plus simple car elle facilite la gestion et le suivi des factures. Et elle est plus efficace car elle permet de réduire les délais de paiement et de sécuriser les échanges. Ainsi, la création de la facture électronique permet en une seule opération d'envoyer sa facture à son client, d'alimenter sa comptabilité et de transmettre à l'administration les données nécessaires en s'épargnant des démarches ultérieures. Quels sont les acteurs économiques concernés par la réforme? Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille, la forme juridique ou le chiffre d'affaires réalisé. Cela comprend notamment les indépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs, qu'ils facturent ou non la TVA. Mais au fait, qu'est-ce qu'une facture électronique? Ce n'est pas un simple PDF envoyé par email. C'est un document dématérialisé et standardisé qui répond à des normes européennes. Il contient ainsi les données obligatoires de la facture pour toutes les entreprises. Comment sont transmises les factures et leurs données? Une fois émise, le fournisseur transmet sa facture électronique directement via la plateforme agréée qu'il aura préalablement choisie ou au travers d'une solution compatible. Cette facture est alors acheminée vers la plateforme agréée du client. Certaines données de cette facture sont transmises en parallèle à l'administration qui n'aura plus à vous les demander. Que se passe-t-il si le client est un particulier ou si le client est établi à l'étranger? Dans ce cas, le fournisseur envoie sa facture par le canal habituel et transmet simplement ses données de paiement ou de transaction à sa plateforme agréée qui les transmet à son tour à l'administration. La réforme de la facturation électronique, ça démarre quand? À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. À cette date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront également l'obligation d'émettre leurs factures sous cette forme. Un délai d'1 an est prévu pour les micro-entreprises et les TPE-PME pour leur laisser le temps de s'adapter. À partir du 1er septembre 2027, elles auront l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre à l'administration leurs données de transaction. Mais pas besoin d'attendre. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à émettre et à recevoir des factures électroniques. Vous pouvez démarrer dès à présent. Comment bien se préparer?
Choisissez votre plateforme agréée pour émettre et recevoir vos factures. Il en existe déjà une centaine. Si vous utilisez une solution de gestion ou de facturation, assurez-vous qu'elle soit compatible avec ces plateformes. Pour vous conseiller et vous accompagner, rendez-vous sur impôts.gouv.fr ou auprès des experts comptables, des éditeurs de logiciels, des fédérations ou organisations professionnelles, ou encore des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture. Plus juste, plus simple, plus efficace. Avec la facturation électronique, nous changeons d'air. Voilà. Donc déjà beaucoup d'éléments hein, dans cette vidéo hein, qui sont intéressants. Notamment, hein, on a parlé du fait que la facture électronique, c'est pas une simple facture dématérialisée qui serait envoyée par courrier électronique. C'est vraiment, ça va passer par des organismes qui sont des organismes privés, qui sont des prestataires de services qu'on appelle les plateformes agréées. Donc à la fois en réception et en émission pour les entreprises. Et puis on vous a parlé du calendrier avec vraiment une date qui est très importante à connaître et qui est assez immédiate pour les petites entreprises qui constituent, je dirais, le vivier de vos pépinières d'entreprise, qui est le 1er septembre 2026. Obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. D'accord? Y compris les TPE, PME, y compris les micro-entreprises, y compris les entreprises qui sont en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qui ne collectent pas de TVA parce qu'elles ont moins qu'un certain montant de chiffre d'affaires. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va vous détailler un petit peu tout ça pendant à peu près une quarantaine de minutes. On va aller assez rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On s'arrêtera à un ou deux moments pendant la présentation. Puis on se laissera 10-15 minutes en fin d'intervention si vous souhaitez avoir des échanges et puis qu'on vienne préciser certains points. Oui, donc on va vous préciser dans un premier temps le contexte de la mise en place de cette réforme. Donc c'est une réforme qui a été mise en place parce qu'on n'a pas de format standard d'échange. C'est-à-dire que les pratiques de facturation, elles sont assez différenciées, elles ne sont pas harmonisées. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que seulement 15 à 20% des factures s'échangent de façon dématérialisée. Parce qu'il y a des formats spécifiques qui vont s'imposer à certains secteurs d'activité, à des clients ou à des fournisseurs. Les formats ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Je crois. Ok. Elles ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Et c'est la raison pour laquelle cette réforme a été mise en place. Ce qui se passe, c'est que la facturation électronique, elle a été mise en place dans un contexte européen particulier, notamment pour assurer la compatibilité avec la directive VIDA. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une directive qui a pour volonté d'harmoniser les échanges, les pratiques en matière de TVA à l'échelle européenne. Et donc, en ce qui concerne la facturation électronique, c'est la volonté de la généraliser. Donc, c'est dans un but d'améliorer la transparence fiscale, la lutte contre la fraude notamment, et de renforcer l'intégration européenne d'ici 2030. Et la réforme de la facturation électronique, elle permettra aux entreprises d'accomplir plusieurs démarches en même temps. Donc, c'est notamment l'envoi de la facturation client, c'est l'alimentation automatique de la comptabilité. Ce sera également à terme le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, ça, ce ne sera pas avant 2029. Et c'est aussi la possibilité de connaître en temps réel l'activité des entreprises. Donc, ce qui peut être très utile, notamment comme on l'a connu en période Covid, pour connaître l'activité de l'entreprise de manière contemporaine. Et ça permettra d'affiner le pilotage des politiques publiques. Pardon. Ensuite, on a également une réduction du temps de saisie. Ça permettra de minimiser les erreurs humaines. Et on aura également une réduction du temps qui sera consacré aux demandes administratives.
Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'objectif, donc il y en a plusieurs, hein, mais l'objectif, quand on vous parle, par exemple, de gestion quotidienne facilitée, c'est éviter tout un tas de difficultés qui sont liées, par exemple, aux envois de factures par courrier ou aujourd'hui par email du type j'ai pas reçu votre facture, vous êtes sûr, elle n'est pas dans les spams? La facture, vous me dites que vous l'avez envoyée à telle date, moi je l'ai reçue 42 jours plus tard, donc le délai de paiement il part que 42 jours plus tard. Voilà, c'est vraiment éviter ce genre de problématique-là, clarifier tout ça par un eurodatage des dépôts de factures et le suivi par un cycle de vie de la facture qui sera accessible à la fois par le client et par le fournisseur. Également, réduire un certain nombre de difficultés qui sont liées en fait au coût de la facture aujourd'hui, qui est essentiellement lié au temps qui est passé pour l'émettre et pour la traiter. Parce que en fait, aujourd'hui, une facture qui est faite sur Excel, sous Word ou sous un format papier, en fait, elle va être saisie une première fois sur le logiciel de gestion commerciale, une deuxième fois, souvent malheureusement, en comptabilité chez le fournisseur et une troisième fois en comptabilité chez le client. Demain, ça va être des jeux de données qui vont être échangés, qui pourront être beaucoup plus facilement introduits dans le logiciel de comptabilité et plus facilement également stocker, ce qui évite en fait un certain nombre de problèmes de tri ou pour retrouver la facture qui a été perdue dans une boîte à chaussures. Bon, c'est pousser peut-être un peu loin l'exemple, mais bon, c'est des choses qu'on a déjà vécues quand on a été en entreprise, quand on a auprès des entreprises, c'est des choses qu'on voit. Hein. Voilà, donc également essayer de lutter plus efficacement, comme Johanna le disait, contre la fraude en étant plus réactif grâce à des transmissions de données qui vont être plus régulières. Voilà, je vous ai déjà parlé de je dirais, de la traçabilité des factures. Également, ça va permettre d'affiner un peu les politiques publiques en ayant des données également là plus régulières et pour nous d'être plus réactifs également sur certains contentieux comme les remboursements de crédit de TVA puisque aujourd'hui on est souvent obligé de demander des factures en fait. Demain, dans la plupart des cas, on aura déjà les données. Donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc, ce n'est pas un document PDF ou un document qui serait pris en photo. C'est véritablement un jeu de données. Voilà, donc c'est une facture qui sera émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui va contenir un certain nombre de données qui seront structurées. Et donc, ces données vont être exploitées électroniquement. Comme le disait Philippe, la facture sera horodatée dès son dépôt sur la plateforme agréée qui sera chargée de transmettre les factures. Et c'est également un fichier dont les données sont organisées pour être lisibles, donc à travers les logiciels informatiques. On aura également des données qui pourront être consultées directement sur l'ordinateur ou le téléphone grâce à un lisible de la facture. Donc, parmi les données que devront comprendre la facture électronique par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, on a 4 nouvelles données. Donc, on a le numéro sirène du destinataire, la mention de la catégorie de l'opération, donc à savoir si c'est une prestation de service, une vente ou les deux, car ça permettra de déterminer l'exigibilité de la TVA. On a également l'option pour le paiement de la TVA sur les débits. Donc, pour rappel, la TVA est exigible au paiement lorsqu'il s'agit d'une prestation de service, à la livraison lorsqu'il s'agit d'une vente. Et en cas d'option pour la TVA sur les débits, la TVA est exigible lors de l'inscription en comptabilité. Voilà. On aura également l'adresse de livraison du bien si elle est différente de l'adresse du client. Mais bien entendu, la facture pourra comprendre toutes les autres données utiles à l'entreprise. Donc, au-delà de ces données obligatoires, on aura effectivement la possibilité d'ajouter, par exemple, les horaires d'ouverture, le logo de l'entreprise. Oui. Le numéro de compte sur lequel faire le virement, par exemple. Aussi, Juste avant qu'on continue, on a pas mal de bruit parasite, on s'en excuse. Donc, on a des travaux juste devant nos fenêtres. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que vous nous entendez bien? Très bien.
Philippe, par contre, on voit toujours la première diapo. Je ne sais pas si vous avez passé les diapos, mais on voit toujours la Ah, première. vous n'avez pas le défilement qui se fait? Non, non, non. Ah, c'est une anomalie parce que nous, on change Ouais. et le partage est bien activé. Alors, je vous propose, je vais arrêter le partage et je vais le relancer. On va voir si ça va mieux, hein. Très bien. Alors, paf. J'ai l'impression que il y a peut-être un petit souci. Mm. D'accord. Est-ce que si je fais ça, est-ce que vous voyez le changement? Oui, c'est bon. Voilà, ça a l'air de remarcher alors, hein, du coup. Ouais. Ok. Eh ben, on va vous parler maintenant des On vous entités. enverra le diapo pour les Ouais. personnes présentes après On le va vous webinaire. parler maintenant des entités qui sont concernées par la réforme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, qui est concerné par la réforme? C'est pratiquement toutes les entreprises. Voilà, pour faire simple, c'est toutes les entités qui sont dans le champ d'application de la TVA. Et parfois, là, on a une incompréhension de certaines personnes qui disent, mais moi, je collecte pas je collecte pas la TVA, donc je suis pas dans le champ d'application. Bah, si, en général, si. Parce que, en fait, quand vous êtes dans le champ d'application de la TVA, à partir du moment où vous réalisez une opération à titre habituel et onéreuse en France, hein, c'est-à-dire en vue de gagner de l'argent, tout simplement, hein. Donc, normalement, c'est le but de la plupart des entreprises. Donc, en fait, elles sont quasiment toutes dans le champ d'application de la TVA et donc de la réforme. Et ça, quel que soit leur chiffre d'affaires, leur forme juridique et leur régime d'imposition à la TVA. Donc, même une entreprise qui serait en régime franchise en base, par exemple, donc qui ne collecte pas la TVA parce qu'elle est en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaires, par exemple 37 500 euros à l'année pour les prestations de services, eh ben, elle est concernée quand même par cette réforme. Ça peut être aussi le cas pour les agriculteurs, hein, du régime forfaitaire agricole. Et c'est le cas aussi des entités publiques lorsqu'elles ont une activité assujettie. C'est le cas, par exemple, des régies d'électricité. Ça pourrait être le cas de piscines. C'est le cas des centres hospitaliers aussi. On ne va pas rentrer plus dans le détail là-dessus, mais on va vous dire un peu qui n'est pas concerné. Alors, déjà, qui n'est pas concerné, on va avoir une première catégorie. C'est les non-assujettis. Alors, qui est-ce qui n'est pas assujetti à la TVA? C'est vous et moi en tant que particulier. Si je vends ma voiture demain, si je vends ma maison, je ne suis pas concerné. Lorsque je fais également de la gestion de mon patrimoine personnel, je ne suis pas concerné par la TVA. La plupart des associations également, lorsqu'elles n'ont pas d'objets lucratifs, qu'elles ne font pas d'activités commerciales autres que des activités accessoires dans un certain montant de tolérance administrative, qui est à peu près de 80 000 euros de mémoire. Donc là, les non-assujettis qui sont dans le cadre jaune, en fait, ils n'ont aucune obligation par rapport à la facturation électronique. Par contre, dans le cadre vert, c'est des opérateurs qui sont dans le champ, mais qui sont exonérés de TVA. Donc, au titre des articles 261 à 261E du Code général des impôts, c'est certaines activités qui sont vraiment limitativement énumérées. Donc, ça va être tout ce qui est médecin et la plupart des professions paramédicales, certaines prestations d'enseignement, les activités bancaires et d'assurance, la plupart des locations nues ou des locations meublées de locaux à usage d'habitation. Je vous prends un exemple. La plupart des SCI, en fait, des sociétés civiles immobilières, en fait, elles ont pour objectif de louer des locaux nus d'habitation. Eh ben, elles sont pas concernées, enfin, elles sont concernées par la réforme. Par contre, elles n'ont qu'une seule obligation par rapport à celle-ci, c'est d'être en mesure de recevoir des factures électroniques. Il y a encore un cas un peu particulier, c'est tout ce qui est marché de défense ou de sécurité. Eux, ils ont l'obligation de ne pas passer par la facturation électronique. Voilà, c'est un cas un peu particulier. Dans les autres cas, en fait, on va rentrer dans les obligations de facturation électronique et on vous dit les obligations, c'est volontaire parce que c'est pas forcément intuitif, mais parce qu'on peut se dire c'est une réforme de la facturation électronique, je vais devoir émettre des factures électroniques, en recevoir.
Mais en fait, il y a d'autres obligations qui existent. Mais pour vos entreprises, hein, généralement qui sont en pépinière comme ça ou en couveuse d'entreprise, qui sont des très petites entreprises et des PME, la première obligation qui n'apparaît pas sur la diapo suivante, et ben en fait, ça va être de recevoir leur facture électronique dès le 1er septembre 2026. Voilà. Et donc, d'avoir choisi une plateforme agréée pour pouvoir recevoir ces factures électroniques. On vous parlera rapidement en fin de présentation comment on fait pour choisir une plateforme agréée qui correspond à vos besoins. Donc, 3 obligations qui vont exister. L'obligation de facturation électronique, d'émission de facture électronique à destination d'assujettis, hein, en ce qu'on appelle le B2B. Donc, c'est principalement entre professionnels et administration. Si l'opération ne concerne pas un client professionnel assujetti, il va y avoir une deuxième obligation qui existe, qui est de transmission électronique de données de transaction, qu'on appelle aussi e-reporting de transaction. Ça concerne les particuliers, essentiellement, que ce soit en France ou à l'étranger, mais ça peut aussi concerner des livraisons ou des acquisitions intracommunautaires, par exemple, ou internationales, des livraisons internationales avec des professionnels. Parce que pour l'instant, il n'est pas possible d'émettre ou de recevoir des factures électroniques au sens de la réforme vis-à-vis d'autres pays européens. Donc, en fait, pour l'instant, ça va passer par concrètement, quand vous recevrez une facture, on va le voir un peu après, mais ça va passer par cette obligation de transmission des données de transaction il faudra bien s'assurer que ça soit fait. Troisième chose, si l'entreprise perçoit des acomptes ou si elle fait des prestations de services, si elle n'a pas fait d'option pour les débits, elle devra également faire une transmission des données de paiement. Alors, la première obligation, c'est l'obligation de transmission des factures électroniques. Donc, ça va s'appliquer en B2B domestique. Donc, B2B domestique, c'est entre professionnels établis en France. Il n'y aura pas de facturation électronique avec des clients particuliers et des entités non assujetties. Pourquoi? Parce qu'un particulier n'a pas de numéro sirène. Et l'échange des factures électroniques via les plateformes agréées se fait avec ce numéro sirène-là. Voilà. Donc, en fait, il y a également le cas des entités publiques, hein, comme les collectivités locales, par exemple. Aujourd'hui, quand vous facturez à une entité publique, vous passez par le portail Chorus Pro. Alors, la possibilité va continuer à vous être offerte pendant encore un certain temps, mais vous pourrez également envoyer vos factures directement via votre plateforme agréée d'émission ou votre logiciel compatible. Avec votre plateforme agréée, de manière à ce que en fait l'entité publique reçoive votre facture via le portail Chorus Pro. En fait, Chorus Pro devient une plateforme agréée, si vous voulez, du secteur public. Alors, parmi les données que devront figurer sur les factures électroniques, donc on a jusqu'à 34 données qui seront à transmettre à l'administration à compter du 1er septembre 2027. Donc, au démarrage, au 1er septembre 2026, on en aura 26. Donc, on a les données qui devront figurer obligatoirement sur toutes les factures et celles qui devront être présentes uniquement sur certaines factures. Donc, pour les données obligatoirement présentes sur toutes les factures, on en attend 13 à compter du 1er septembre 2026. Donc, par exemple, le sirène du client, la catégorie de l'opération. Et il y en aura 3 supplémentaires qui seront attendus à compter du 1er septembre 2027. Telles que les lignes de facture, les dénominations, la quantité, le prix ou le prix unitaire. Donc, voilà. Ça, ce sont les premières données qui seront attendues. Ouais. Alors, en fait, ces données, elles ont pour but essentiellement de recouper, si vous voulez, les montants de chiffre d'affaires et les montants de TVA collectés et donc déductibles chez les clients. Sachant que ça concerne vraiment les factures entre assujettis.
Alors, ce qui nous a été remonté parfois, c'est que certains, notamment on a des avocats, etc., qui s'inquiétaient un peu par rapport à la confidentialité des prestations de services qui sont rendues à leurs clients. Quand il y a en fait une obligation vraiment de confidentialité, je sais qu'il y a un champ qui est prévu en ce sens pour limiter vraiment comment dire, la transmission des données. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un cas d'usage. On va y revenir un peu plus loin. Donc là, on a le schéma d'une vente entre professionnels. Donc on voit bien que la facture ne peut plus être transmise directement donc d'une entreprise à une autre, qu'il faudra passer par une plateforme agréée d'émission, donc pour la transmission de la facture. Et cette facture-là sera réceptionnée par la plateforme agréée du client. On aura également une interrogation de l'annuaire, hein, qu'on verra juste après. On verra plus en détail de quoi il s'agit. Mais donc, on aura une interrogation de l'annuaire et un contrôle de la validité des factures, donc pour savoir si tous les éléments et toutes les données obligatoires figurent bien sur la facture, et les données qui sont transmises à l'administration fiscale via le e-reporting de données. On y reviendra aussi de manière plus précise juste après. Voilà. Donc là, plus de factures papier, plus de factures PDF à compter du 1er septembre 2027. Normalement, tout doit passer par des factures électroniques. Deuxième obligation, obligation de transmission des données de transaction. Alors, l'obligation numéro 2, donc c'est ce qu'on appelle le e-reporting, l'obligation de transmettre les données de transaction. Donc, ça va s'appliquer en B2B international, donc entre professionnels dont l'un est établi en France et l'autre à l'étranger, ou inversement. Donc, ça peut être le cas des exportations, des acquisitions intracommunautaires ou des livraisons intracommunautaires. Et cette obligation-là va également s'appliquer lorsqu'il y a une opération réalisée avec un particulier. Donc voilà, il y aura une transmission des données de transaction lorsque l'opération sera réalisée donc à l'international et avec un particulier. Alors, on va voir que ces transmissions de données, c'est pas tout à fait les mêmes en fonction des cas. Dans un premier temps, en fait, on va voir dans le cadre vert les opérations réalisées avec des opérateurs établis à l'étranger. Madame Pereira, pouvez-vous juste me confirmer qu'on voit bien les diapos, s'il vous plaît? Ouais, c'est tout bon. Nickel. Très bien. On va s'arrêter juste après la troisième obligation. On fera un petit temps de pause juste pour regarder le chat avec vous, s'il y a déjà des questions à ce moment-là, hein. Alors, voilà, ce qui va se passer, en fait, c'est que les opérations réalisées avec des opérateurs établis à l'étranger, en fait, les données sont quasiment les mêmes que pour une facturation électronique envers un assujetti, envers un professionnel en France. Alors, ça peut sembler un peu curieux. En réalité, la différence principale en fait qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y aura pas le numéro sirène parce que les étrangers en fait n'ont pas de numéro sirène, hein. Alors, en fait, souvent, ce qu'il faut regarder pour quelqu'un qui aurait cette, cette obligation-là vis-à-vis de la loi, c'est comment la plateforme agréée ou le logiciel compatible qui va fonctionner avec la plateforme agréée va gérer cette obligation. Et en fait, certaines plateformes, par exemple, vont permettre de prendre une photo de la facture que vous aurez reçue papier ou PDF, où vous allez envoyer le PDF sur la plateforme, de manière à ce que les données, par exemple, de chiffre d'affaires, de TVA, etc. Enfin, normalement, il n'y a pas de TVA sur les opérations intracommunautaires, mais en fait, elles soient bien reconnues par la plateforme pour pouvoir faire le e-reporting. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut être intéressant. Des fois, il faudra peut-être juste scanner la facture. Par contre, si vous faites ce type d'opération, c'est-à-dire si vous prenez des photos, si vous vous scannez, etc. En fait, ça passe par ce qu'on appelle de la reconnaissance optique de caractère. Rejetez toujours un petit œil derrière parce que parfois, ça marche de mieux en mieux, mais de temps en temps, il peut y avoir un petit souci. Voilà. Et ça va être cette obligation-là, elle va perdurer tant que, en fait, il n'y aura pas de facturation électronique avec des pays étrangers.
sachant qu'au niveau européen, c'est prévu à l'horizon 2030 l'interopérabilité des plateformes agréées. Voilà, sachant que la plupart de nos voisins sont soit entrés déjà dans la facture électronique, soit vont y passer dans un délai relativement court, hein, avec des modalités qui sont un peu différentes des uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec des particuliers? Bah là, la situation est un peu différente. Je m'explique. Ce qui est attendu, en fait, quand on travaille avec des particuliers, notamment quand on fait des ventes et des prestations de services sous un certain montant, il n'y a pas de factures souvent qui sont émises. Par exemple, quelqu'un qui va acheter son croissant, sa baguette, il n'y a pas de facture. Éventuellement, sauf si le client la demande. Voilà. Donc, par exemple, un commerçant, en fin de journée, il va tirer de sa caisse ce qu'on appelle un ticket Z, qui est représenté en bas à gauche de la diapo. En fait, c'est un récapitulatif à la fois du chiffre d'affaires et du montant de la TVA par taux. Et donc, bah, c'est les mêmes données qui sont attendues dans le cadre de cette transmission de données. C'est ce montant de chiffre d'affaires et le montant de la TVA taux par taux. Une fois qu'on a compris ça, qu'on s'est dit, bon, ok, c'est journalier, on va se poser la question, mais quand est-ce qu'il faut le déposer? Bah, ça va dépendre un peu de votre régime de TVA. La plupart de vos entreprises, je pense, qui sont des très petites entreprises, d'après ce que j'ai compris du profil de vos pépinières, elles seront certainement en franchise en base. Donc, elles vont devoir faire cette transmission de données tous les 2 mois. Par exemple, je vais prendre un cas simple. Si je suis coiffeur à domicile demain, je fais de la prestation de service et je me rends au domicile de mon client le 3 janvier. D'accord? Je fais une coupe pour 50 euros. Je n'ai pas de TVA collectée, mais j'ai quand même 50 euros. En mars de l'année 2028, il faudra que je fasse une transmission de données. Comme quoi, j'ai fait 50 euros de chiffre d'affaires au titre du 3 janvier 2028. Donc, c'est un peu, ça correspond un petit peu, vous savez, au cahier de recettes aussi qui est tenu par les micro-entreprises. Et en fait, c'est aussi un peu une autre manière de le tenir. Pour les entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition au régime réel normal trimestriel, la transmission se fera tous les mois. Attention, le régime simplifié d'imposition, il doit être supprimé, il va se terminer l'année prochaine. Donc, les entreprises qui y sont vont basculer au régime réel normal trimestriel. Par contre, pour les entreprises qui sont au régime réel normal mensuel, c'est celles qui déposent une déclaration de TVA tous les mois. Là, il y a 3 transmissions de données qui sont attendues par mois. Donc, une du 1 au 10, une du 11 au 20 et une du 21 à la fin du mois. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être perçu comme un peu lourd par les entreprises. Là, ce qu'il faut se renseigner, c'est si elles ont déjà un logiciel de caisse, par exemple, pour le cas des commerçants, ou si elles ont déjà une solution de facturation qui existe, de manière peut-être à pouvoir automatiser, si elles deviennent solutions compatibles, automatiser ces transmissions de données vers la plateforme agréée. On va aller vers la 3e obligation, mais d'abord, on vous rappelle juste le schéma. En fait, il est relativement simple, hein. L'entreprise, elle peut faire vis-à-vis des particuliers ou des entreprises étrangères ses factures papier ou PDF. Peut-être qu'elle va les faire même via sa plateforme agréée, parce que souvent, les plateformes agréées permettent de faire des factures PDF, et après, on peut très bien les imprimer. Ça pose aucun souci s'il y a besoin. Ici, les données en fait qui seront transmises donc selon les délais qu'on vous a exposés à l'instant seront récupérées par le concentrateur de données via la plateforme agréée et transmises à l'administration fiscale pour qu'elle puisse faire son travail. Et on arrive à la 3e obligation qui concerne cette fois-ci les données de paiement.
Alors, la troisième obligation, c'est la transmission des données de paiement. Et donc là, ça va s'appliquer en cas de prestation de service. Donc, entre professionnels établis en France, entre un professionnel établi en France et l'autre à l'étranger ou inversement, et entre professionnels et particuliers, en France ou à l'étranger. Donc, ça va également s'appliquer pour les acomptes, mais pas pour l'option pour la TVA sur les débits et pour les opérations qui sont également auto-liquidées. Donc, ça peut concerner certaines opérations de sous-traitance, notamment dans le secteur du bâtiment. Alors, quelles sont les données qui devront être transmises et de quelle manière elles devront être transmises à l'administration? Donc, pour les paiements se rattachant à une facture électronique, donc entre deux professionnels, c'est le statut encaissé de la facture qui permettra la transmission des données de paiement à l'administration fiscale. En ce qui concerne les paiements qui ne se rattachent pas à une facture électronique, donc c'est le cas d'une opération réalisée avec un opérateur à l'étranger. Donc là, ce sont les données qui seront transmises par facture dans un flux global, donc selon une périodicité qui va dépendre du régime d'imposition. Et en ce qui concerne les opérations donc réalisées avec un particulier, là, ce sont les données de paiement qui sont agrégées par jour d'encaissement. Les données en fait relatives à la transmission électronique des données de paiement, elle va se faire en fonction du régime d'imposition, donc du régime d'imposition à la TVA. Pour ceux qui sont en franchise en base, ils devront déposer donc leur e-reporting de paiement tous les 2 mois. Concernant le régime simplifié d'imposition, donc c'est un dépôt tous les mois et pareil pour le régime réel, normal trimestriel ou mensuel. Alors concrètement, ça veut dire que si demain je fais coiffeur à domicile, hein, on reprend le même exemple que tout à l'heure, j'ai fait ma transmission de données au titre de mes transactions, j'ai fait ma coupe le 3 janvier 2028. Dans beaucoup de cas, en fait, je vais recevoir le paiement directement. Donc, en fait, mon e-reporting de paiement, il sera également à faire au titre du 3 janvier 2028. Par contre, si je reçois par exemple le virement que 2 jours plus tard, le 5 janvier, eh ben, je ferai l'e-reporting de paiement au titre du 5 janvier 2028. On récapitule vraiment très très rapidement toutes ces 3 obligations parce que c'est vraiment le cœur de notre intervention. Si l'entreprise elle travaille avec un assujetti à la TVA, donc obligation de facturation électronique. Si elle travaille à l'international ou avec des particuliers, obligation de transmission électronique des données de transaction. Si elle si elle fait des prestations de services ou si elle perçoit des acomptes, elle a également une obligation de e-reporting de paiement. Alors, on va rajouter juste un dernier point là-dessus, c'est qu'il y a 44 cas d'usage qui ont été identifiés par une commission qui s'appelle la commission AFNOR. Qui sont un peu tous les cas particuliers de la facturation qui ont pu être recensés jusqu'à présent et puis c'est régulièrement mis à jour. Donc celui qu'on rencontre quand même assez régulièrement, c'est le cas de la sous-traitance dans le cadre des travaux du bâtiment. Mais pour en parler très rapidement d'un qui est complètement emblématique, c'est le cas 27 sur les tickets de péage. Ben, c'est un des rares cas où il n'y aura pas de facture électronique, sauf si l'entreprise a un abonnement auprès de son prestataire d'autoroute, tout simplement. Et elle recevra, comme aujourd'hui, un ticket de péage autoroutier et il faudra qu'elle la saisisse manuellement en comptabilité. On va regarder 2 secondes le chat, parce que si on regarde le diapo, on ne voit pas le chat. Alors, là, je vois qu'on a une question collective hors du commun. D'accord. Nous travaillons avec un cabinet comptable. Est-ce lui qui nous fournit le logiciel? Alors, je vais vous répondre, ça dépend. C'est une réponse de fiscaliste. Je vous explique. En fait, le marché des plateformes agréées, c'est un marché concurrentiel, c'est des acteurs privés. Souvent, les cabinets comptables ont déjà réfléchi à une ou deux solutions, parfois plus, solutions de plateformes agréées pour leurs clients et leur usage à eux. Donc effectivement, si vous leur demandez, ils vont certainement vous conseiller une ou deux plateformes. Par contre, c'est vous qui restez maître toujours de la gestion de votre entreprise. C'est vous qui choisirez la plateforme agréée.
C'est D'accord? surtout par rapport aux besoins de l'entreprise, en fait. C'est Le ça. choix de la plateforme doit se faire par rapport aux besoins, par rapport au type d'opération que vous réalisez, par rapport à vos clients. Il faut bien prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour le choix d'une plateforme qui sera compatible avec les opérations que vous réalisez. Et puis, ben, par rapport au prix, parce que certaines plateformes vont vous proposer des services basiques freemium, hein, mais en fonction de vos besoins, peut-être que vous allez avoir besoin je dirais, de services un peu plus avancés qui seront peut-être payants. Alors, il y a différents types de modèles commerciaux. Certains vont vous faire payer un abonnement. D'autres mensuels, d'autres vont vous proposer en fait une tarification à la facture. D'accord? Il y a d'autres questions tout en haut, il faut juste qu'on y Ah, aille voir. ouais, c'est juste qu'on les voit peut-être pas parce que il faut peut-être appuyer Non. sur j'ai compris, pardon. Alors, vous Bon, avez en effet une question de Didier. Bonjour, quel tarif moyen des plateformes pour ce service? pour ce service, alors ça dépend. Moi, ce que j'ai pu constater, alors j'ai jeté un œil un peu à différentes offres. Ce qu'on arrive à voir, en fait, on a un certain nombre d'offres, ce qui sont souvent assez limitées en termes de fonctionnalité ou de parfois dans le temps, qui sont des offres freemium, hein, gratuites, si j'ose dire. On va avoir des offres, je dirais, pour des très petites entreprises qui vont partir à peu près à 9 euros, souvent avec un nombre de factures limité. Et quand on vous dit attention, facture limitée en nombre, c'est en entrée et en sortie. Il faut bien cumuler les deux quand on vous annonce un nombre de factures. Après, il y a des tarifs un peu plus importants, mais ça dépend vraiment de vos besoins et de la taille de votre entreprise. En fait, il faut que vous connaissiez la volumétrie de votre facturation mensuelle pour bien faire votre choix, hein. Alors, ensuite, il nous arrive de faire des courses en supermarché pour des événements ou goûter lors d'actions hors les murs. Comment procéder? Alors, la question, c'est comment vous procédez aujourd'hui? Alors, normalement, si vous êtes assujetti à la TVA, quand vous allez faire des courses en supermarché pour votre activité professionnelle, vous devriez systématiquement demander une facture. Ça, c'est une obligation légale. Après, il y a un certain nombre d'usages, d'accord, mais par les entreprises, mais normalement, la loi nous dit bien qu'il y a une obligation de facture et notamment, ça, il faut savoir que si vous n'avez pas de facture, ça peut poser des soucis sur la déduction de la TVA. Donc ça, juste bien faire attention sur ce point-là. Demain, en fait, quand vous allez demander une facture, en fait, vous fournirez votre numéro SIREN. Parce que l'adressage des factures électroniques, votre fournisseur, il ne connaîtra pas votre plateforme de réception. Par contre, vous lui fournirez votre numéro sirène et dans la plupart des cas, c'est par le numéro sirène que se fera l'adressage et que vous recevrez en fait sur votre plateforme agréée la facture électronique. Et de la même manière, vous ne connaîtrez pas la facture forcément, la plateforme forcément de réception de votre client. C'est par le numéro sirène que vous pourrez lui adresser. Dans quelques cas, en fait, ça ne sera pas le numéro sirène, ça sera une adresse de facturation ou un sirène avec un suffixe. C'est parce que ça correspond aux besoins de certaines entreprises, en fait, notamment quand c'est des très grosses entreprises. Elles peuvent avoir plusieurs centres de coûts différents qui vont recevoir sur plusieurs adresses ou sur plusieurs plateformes différentes. On peut aussi avoir des entreprises qui vont vouloir séparer la partie frais de déplacement du reste, par exemple. Dernière chose, est-ce que les associations sont concernées? Je suis obligé de vous répondre, ça dépend. En fait, ce qu'il faut bien différencier, c'est une association qui n'a pas de caractère lucratif, c'est-à-dire qui ne cherche pas à gagner de l'argent. Si elle ne fait pas d'activité commerciale ou qu'elle fait vraiment des activités commerciales accessoires inférieures à peu près au seuil de tolérance administrative, c'est-à-dire c'est à peu près 80 000 euros, elle n'est pas concernée par la réforme, en fait, hein. Par contre, elle peut l'être si, par exemple, son activité commerciale devient principale ou si, en fait, elle a un objectif lucratif, hein. Ça arrive, hein, on a des associations qui en fait fonctionnent quasiment comme des entreprises et à ce moment-là, elles sont complètement concernées par la réforme. Alors, on va vous montrer peut-être très rapidement un peu plus tard, hein, si on a 2 minutes en fin d'intervention, comment on peut télécharger une petite fiche récapitulative sur les cas particuliers, notamment les associations.
S'il n'y a plus de questions immédiates, je propose qu'on continue, qu'on va aller assez vite sur la suite parce que là, on a pris un petit peu de temps. Et puis, on reviendra à la fin du diapo sur les différentes questions. On repart, nous, sur le diapo, donc on ne voit plus les questions. Mais n'hésitez pas à les poser, on y reviendra. Donc, on va passer au rôle des plateformes agréées. Alors, le rôle majeur des plateformes agréées, c'est principalement l'émission, la transmission et la réception des factures sous forme électronique. Donc, il y a également la gestion et la transmission du cycle de vie des factures. Comme on vous le disait, les factures sont horodatées dès le dépôt et il y a une possibilité de suivre véritablement le cycle de vie de la facture jusqu'à sa réception auprès du client. On a également l'extraction des données de facturation et la transmission au concentrateur, donc à travers les e-reporting. Donc, les plateformes agréées, elles devront être en capacité d'effectuer un certain nombre de contrôles. Donc, on a un contrôle de la qualité des données de facturation, de transactions et de paiement. Elles devront assurer un correct adressage des factures aux clients. Elles devront également assurer donc la conformité des factures donc face aux règles fiscales donc et permettre le respect par l'utilisateur des méthodes de sécurisation et elles devront garantir la transparence de l'information. Donc, on va voir juste après le cycle de vie des plateformes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà plus d'une centaine de plateformes qui sont agréées et qui ont été immatriculées, donc qui ont répondu à un certain nombre de conditions, à un cahier des charges pour cette immatriculation. Alors, ça ne doit pas faire peur quand on vous dit il y en a plus d'une centaine. En fait, il y en a 146 aujourd'hui. Mais en fait, ça ne doit pas faire peur à vos entreprises parce que en fait, le nombre de plateformes qui s'adressent spécifiquement aux très petites entreprises est beaucoup plus faible. Donc, c'est pareil, si on a 2 minutes, on pourra jeter un œil rapidement au site francenum.gouv.fr pour pouvoir voir comment on peut un peu chercher des plateformes qui peuvent correspondre aux besoins de vos entreprises. Donc là, on a un exemple du cycle de vie d'une plateforme agréée. Donc, on voit bien qu'il y a des statuts qui seront obligatoires et des statuts qui seront recommandés lorsqu'une facture va être déposée sur une plateforme agréée. Donc, on a par exemple pour les statuts obligatoires le statut déposé, rejeté ou refusé. Donc, si jamais il y a un souci, par exemple une erreur au niveau du numéro sirène ou une mention qui serait erronée, donc voilà, il y a la possibilité d'être informé via les plateformes de cette correction à apporter. Et enfin, on a des statuts qui seront recommandés comme la mise à disposition de la facture, la prise en charge si elle est approuvée ou si le paiement a été transmis. Donc, en fait, il va y avoir un contrôle qui va être fait par votre plateforme agréée dès l'émission de la facture. Et quand vous aurez fait une erreur manifeste ou qu'elle ne sera pas conforme, il va vous demander de la corriger. Ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de factures non conformes et que vous allez pouvoir aussi suivre tout le cycle de vie de la facture aujourd'hui avec une sorte de tiers, un peu de confiance entre votre client ou votre fournisseur et vous, qui va permettre de clarifier nettement les départs de délai de paiement. Voilà. Donc là, il y a certains comportements un peu, je dirais, d'évitement ou de retardement du paiement qui vont être plus compliqués à avoir demain. Alors, dans le choix des plateformes agréées, donc l'administration fiscale a créé 2 labels pour permettre aux entreprises de faire leur choix de plateforme. Donc, on a le label plateforme agréée. Donc, c'est une véritable marque de garantie pour les intermédiaires et dans le cadre des échanges de factures entre les entreprises. Ensuite, on a un autre label, c'est la solution compatible. Donc là, en fait, ce n'est pas une plateforme agréée en tant que telle. Alors une solution compatible, ça peut être un logiciel de caisse, un logiciel de gestion commerciale, un logiciel informatique qui est raccordé à une plateforme agréée. Et donc qui va disposer de fonctionnalités qui sont compatibles pour la transmission des factures. Et voilà, il faut vraiment qu'elle soit raccordée à une plateforme pour avoir ce label. Voilà, donc là, on vous montre 2 exemples. Là, vous voyez le petit tableau à gauche, en fait, il vient du site francenum.gouv.fr. Sur ce site, j'ai simplement tapé plateforme agréée et puis je vais trouver des plateformes agréées pour les TPE, les professionnels et les auto-entrepreneurs.
Donc, on va voir la première ligne, les plateformes agréées avec des modèles possibilité de 100% gratuit à vie. Donc généralement, par contre, ils sont souvent limités un peu en fonctionnalité ou parfois dans le temps. Il faut un petit peu regarder quelle est l'offre qui est derrière, évidemment. Et puis, en dessous, en fait, c'est avec éventuellement du gratuit, mais souvent en complément de services payants. Donc, il y en a qui vont être faites par distribution, comme vous le disiez tout à l'heure, plutôt par les experts comptables, d'autres par les banques. Souvent, quand, comment dire, quand les entreprises ont déjà un compte bancaire, notamment un compte bancaire professionnel, il faut savoir que ça peut être une des possibilités de s'adresser à leur banque afin de déterminer si elle leur propose une plateforme agréée. Il y en a qui vont vraiment s'adresser aussi directement aux entreprises sans intermédiaire, directement. Donc ça va être fait par les éditeurs ou en direct ou par les experts comptables. Et il existe beaucoup de comparatifs en fait que vous retrouvez sur francenum.gouv.fr. Donc on en a mis un exemple de comparatif à droite là qui s'appelle The Invoicing Hub, qui est une source journalistique qui permet de comparer les plateformes sur différents critères. Mais il en existe d'autres et en fait vous trouverez en bas de la page consacrée aux plateformes agréées plusieurs comparatifs. Moi, je sais que j'ai testé un petit peu. On voit qu'en cliquant sur la taille de l'entreprise, en cliquant un peu sur la taille de l'entreprise et puis quel type d'entreprise on a, quel type d'activité, on va retrouver entre 5 et une dizaine de plateformes agréées qui peuvent correspondre à nos besoins assez facilement. Alors, pour choisir une plateforme agréée, il y a un mandat, c'est le mandat opt-in, qui est nécessaire pour être inscrit dans l'annuaire. Donc ce mandat, il a été mis en place par le législateur dans une volonté d'éviter les abus ou les dérives de certaines entreprises qui seraient tentées de vous affilier directement à leur plateforme agréée parce que vous utilisez leurs services. Donc là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut un mandat qui soit complété, un véritable choix de votre part pour choisir la plateforme agréée qui gérera le cycle de vos factures. À partir du moment où vous avez rempli ce mandat, où vous avez contracté avec la plateforme, celle-ci va vous inscrire en fait sur l'annuaire de la facturation électronique. Et c'est cet annuaire-là qui va permettre en fait de savoir quelle est votre plateforme de réception et donc à quelle plateforme de réception la facture qui est adressée par vos fournisseurs doit être émise. En termes de calendrier, on vous a déjà parlé quand même du plus important. Actuellement, on est en phase d'expérimentation. Il y a quelques centaines d'entreprises en France qui s'échangent déjà des factures électroniques, qui sont des volontaires en fait. Et puis, on a un certain nombre d'entreprises qui vont, toutes les entreprises pratiquement vont rentrer au 1er septembre dans la réforme. Alors, toutes les entreprises vont déjà devoir pouvoir recevoir au 1er septembre 2026 et c'est pour ça que tout le monde devra avoir choisi une plateforme agréée d'ici là. Les entreprises qui sont des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire auront également une obligation d'émission. Donc, une entreprise de taille intermédiaire, c'est à partir de 250 salariés, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un actif au bilan supérieur à 43 millions d'euros. Bon, je pense qu'en pépinière, normalement, on devrait avoir que des TPE, PME. Au 1er septembre 2027, tout le monde aura les obligations d'émission. Alors, ça veut dire que finalement, au 1er septembre 2026, les premiers qui vont écrire à vos entreprises, qui vont envoyer des factures, ça va être des grosses entreprises. Ça va être le fournisseur de téléphonie mobile, ça va être le fournisseur d'électricité, par exemple. Ça va être des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça, il faut vraiment qu'elles aient choisi d'ici là leur plateforme agréée pour recevoir ces factures-là. Parce que si elles ne reçoivent pas leurs factures, ça ne va pas plaire à leurs fournisseurs. Donc, ça peut leur causer des problèmes assez rapidement dans leur vie économique. Donc, vraiment, vraiment, on insiste, il faut que d'ici le 1er septembre 2026, un maximum d'entreprises, et dans toutes les entreprises, devraient avoir choisi leur plateforme agréée pour pouvoir recevoir leur facture. Alors, on arrive sur comment bien se préparer, mais on a déjà un petit peu, on a déjà bien déblayé les choses. Donc, il y a un site incontournable, c'est le site impôts.gouv.fr sur lequel vous retrouverez donc la vidéo de présentation
Et aussi, il y a un questionnaire d'autodiagnostic donc, qui permet donc, aux entreprises de connaître leurs obligations. Donc, on remplit un certain nombre de questions en fonction de la taille des clients et des opérations qui sont réalisées. Et après, voilà, vous avez les obligations en termes de facturation électronique ainsi qu'une fiche voilà, qui récapitule l'ensemble de l'obligation de l'entreprise à compter du 1er septembre 2026. Ouais. Si vous le souhaitez, on vous le montre très rapidement tout à l'heure, ce questionnaire. Et puis, si vous voulez, s'il nous reste un tout petit peu de temps, voilà à quoi il ressemble. S'il nous reste un tout petit peu de temps, on pourra vous montrer très rapidement le site francenum.gouv.fr. Hein. Donc là, l'important maintenant pour vos entreprises, c'est de bien connaître leur site de facturation, savoir si elles travaillent, si elles facturent à des professionnels en France ou hors de France, et si elles travaillent avec des particuliers. Est-ce qu'elles ont déjà une modalité de facturation? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont une caisse enregistreuse parce que c'est des commerçants? Est-ce qu'elles ont un site marchand sur Internet? Est-ce qu'elles ont une solution informatique de facturation? Est-ce qu'elles ont une solution centralisée de gestion de type ERP? Bon, normalement, sur des très petites entreprises, c'est plus rare. Et après, il faut qu'elles sachent à peu près combien de factures elles émettent et elles reçoivent par mois. En fonction de ça, elles vont pouvoir sereinement commencer à comparer les offres des plateformes agréées et à se renseigner auprès de leur fédération professionnelle, leur centre de gestion, leur expert comptable, quand elles en ont un, c'est leur partenaire naturel, l'éditeur de logiciels, parce que si elles ont déjà un logiciel de facturation, par exemple, ou une caisse, etc., il faut qu'elles se renseignent auprès de ce logiciel-là, au moins en visitant leur site internet ou alors en les appelant, en les contactant, de manière à voir s'ils deviennent solutions compatibles et s'ils sont solutions compatibles avec quelle plateforme, avec une ou plusieurs plateformes, parce que ça va orienter très fortement leur choix, surtout si elles veulent garder ce logiciel-là. Ça peut être aussi auprès de la banque afin d'identifier vraiment les solutions les plus adaptées. Alors, on termine simplement sur le fait que s'il y a des questions par rapport à la réforme, les entreprises peuvent écrire via leur messagerie sécurisée. Donc, on a des collègues qui sont formés à répondre aux questions sur la réforme. Et puis, dans certains cas, en fait, certaines questions nous sont remontées en tant que référent facturation électronique, mais on essaie d'y répondre. Dans la limite de nos connaissances. Si vraiment nous, on n'a pas la solution, parce que c'est très compliqué ou qu'on n'a pas encore eu la question, en fait, on va transmettre à la délégation interrégionale, voire carrément à la direction de projet au niveau national, afin de voir si le cas a déjà été étudié. Voilà, donc il y a un numéro d'assistance nationale qui est mis en place, qui est 0806 807 807, donc que les entreprises peuvent également contacter. Donc nous, on a fini vraiment sur la partie présentation en elle-même. Si vous le souhaitez, ce qu'on peut peut-être faire, c'est vous montrer très rapidement le site impôt.gouv.fr. Et puis après, et France Num, et puis après, on va passer vraiment aux questions. Je vais juste arrêter le partage. Voilà. Alors, est-ce que ça vous intéresse si on regarde rapidement impôt.gouv.fr? Ok, nickel. Alors, je vais essayer de faire le partage de nouveau. Alors, c'est peut-être pas ça, je le vois pas. Est-ce qu'il est là? Non. Alors, c'est pas grave, je vais le fermer, le réouvrir. On va voir. Ah, c'est dommage. Alors, sinon, je vais essayer avec un nouvel onglet. Hop, et on va faire comme ça. Alors, on y va. Je vais vous montrer donc les deux sites impôt.gouv.fr. Yes, voilà. Et on va réessayer de partager. Ah oui, il est là. Alors, est-ce qu'on l'a ouvert? Et alors, je vais annuler, je vais le réouvrir. Ça doit être pour ça. On l'a toujours pas. Ah, il doit être là. C'est ça, en fait, je pense. Oui, accueil. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Sectionnaire. Ouais. Alors, apparemment, on n'arrive pas trop à vous le partager. On en est désolé, à moins qu'on puisse faire comme ça.
On va essayer, hein. On fait partager. Ouais. Ah bah oui, c'est parce que j'arrive sur l'onglet visio, C'est voilà, ça. de base. Alors, si tout va bien, vous devriez voir normalement, alors, voilà. Là, On voilà, voit l'outil de j'autorise. visioconférence des agents de l'État. Ouais, donc là, vous devriez arriver normalement sur la page du webinaire. Ça marche mieux là? Ouais, on voit une page mais fixe. Impôt.gouv.fr? Non. Ah, on n'est pas sur la bonne page alors. Ah, attendez. Je vais peut-être essayer de repartager. À mon avis, ça a pas pris comme ça devait. Alors, je vais réessayer de réouvrir ça et de repartager. À mon avis, pop, pop, pop. Sélectionne un groupe, ouais. Ouais, ça doit être à cause de ça. En fait, j'ai dû cliquer sur vidéo au lieu de impôt.gouv. Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est tout bon. Voilà, nickel. Alors, impôt.gouv.fr, c'est un site qu'on connaît tous parce qu'on vient de faire un truc il n'y a pas longtemps dessus, hein. Normalement, tout le monde. Voilà. Donc, on le connaît tous un petit peu. En fait, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez tout de suite trouver en dessous de là des demandes d'aide là, pour les carburants. Je suis professionnel, je passe à la facturation électronique. Et puis, une page qui s'appelle les plateformes agréées. Je choisis une plateforme agréée. Alors là, vous allez tomber sur une liste des plateformes agréées, mais sans commentaire particulier. Vous avez le rappel du numéro ici. Mais ce qui nous intéresse ici, vous voyez, c'est commencer le questionnaire. Et je me renseigne. Et là, il va vous demander si vous êtes dans un cas particulier ou si vous êtes dans le cas général. Alors, parmi les cas particuliers, notamment, on avait une question sur les associations tout à l'heure. Je vais le sélectionner. Et vous allez avoir un PDF qui va voilà, arriver. Et en fait, à la fin de ce PDF, vous avez un tableau récapitulatif de tous les cas pour les associations. Voilà, donc à ce moment-là, il faudra regarder par rapport à ce tableau. Si vous avez vraiment un doute pour votre association, il faudra contacter votre service des impôts des entreprises afin de faire le point. Si vraiment il y a encore un doute, il faudra faire un rescrit, ce qu'on appelle, donc c'est une prise de position formelle de l'administration, un rescrit lucrativité pour savoir dans quel cas se trouve exactement votre association. Je reste pas trop longtemps là-dessus parce que hop, voilà. Donc on va se remettre, on a les sociétés civiles immobilières, hein, ça c'est aussi un cas très très classique, mais on va revenir sur les entreprises qui ne sont pas concernées par un des cas ci-dessous, et on va admettre que demain, avec Johanna, on crée notre petite entreprise. Donc on va commencer un effectif inférieur de 10 personnes, hein, qui est la grosse majorité des entreprises qui sont créées, et puis ben, on va vendre des jeux de société uniquement à d'autres entreprises. Donc, je coche entreprise en France, uniquement des ventes de marchandises. Et comme on est une toute petite entreprise, on se crée en franchise en base de TVA. Donc, il va me répondre que j'ai deux obligations. Au 1er septembre 2026, je dois recevoir les factures de mes fournisseurs électroniques. Et au 1er septembre 2027, je dois pouvoir les émettre au format électronique. Et je n'ai pas d'autres obligations parce que je n'ai pas de prestation de service, je ne travaille pas avec les particuliers, je ne fais pas de prestations ni à l'international. Alors maintenant, on va complexifier un peu le truc. On est toujours une petite entreprise. On va travailler avec des entreprises hors de France et des particuliers. Et on va faire également des prestations d'expertise sur les jeux ou alors des animations en convention, par exemple. Et comme on est un peu plus gros, on va passer au régime réel normal trimestriel. Et là, on va voir que ça va bien changer. Donc là, d'un coup, j'ai 4 obligations qui arrivent. Choisir une plateforme pour recevoir les factures de mes fournisseurs au 1er septembre 2026, émettre mes factures au format électronique au 1er septembre 2027. Mais comme je travaille aussi avec des particuliers à l'international, j'ai l'obligation de transmission des données de transaction et l'obligation de transmission des données de paiement au 1er septembre 2027. Donc là, je vous ai montré un peu le site impôt.gouv.fr. Si vous allez en partie professionnelle, vous allez trouver un peu d'autres sources, mais je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que ça nous prendrait trop de temps. On clique sur passer à la facturation électronique. Il y a plein d'autres sources, notamment des fiches pédagogiques qui sont intéressantes. Je vais plutôt aller sur francenum.gouv.fr. Donc c'est le site France Numérique en fait. .fr. Alors, dans ce site, je vais simplement cliquer sur plateforme agréée. Là, vous voyez, d'ailleurs, il apparaît tout seul. Paf, ça doit être un des trucs. Ah oui, parce que j'ai pas tapé sur tab. Voilà, je fais plateforme agréée. Paf, je fais entrer. Je clique sur la petite loupe là.
Et normalement, le premier lien qui apparaît, c'est facturation électronique. Quelles sont les plateformes agréées pour les TPE, PME? Donc, il me renvoie directement sur un gros tableau qui fait parfois un peu peur aux entreprises avec 146 plateformes. Mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup moins qui s'adressent vraiment aux très petites entreprises, qui constituent le gros de notre tissu, en fait, du nombre d'entreprises en France. Donc, c'est un peu le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous allez trouver un certain nombre de plateformes agréées qui ciblent les TPE. Et en dessous, vous avez tous les comparatifs. Donc, moi, j'en ai regardé un ou deux par curiosité. Effectivement, on arrive à voir quand même quelque chose d'assez… on arrive à se faire une idée quand même assez rapidement de quelques plateformes qui proposent des offres qui peuvent être intéressantes par rapport à au profil de vos entreprises. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse peut-être un temps de questions-réponses? On va se remettre on va arrêter le partage, on va se remettre sur notre visio. Alors, voilà, ça doit être là. Et j'arrête le partage. Comment on fait? Hop, j'annule. Non, c'est pas ça. C'est bon. Je crois que c'est fini. C'est tout bon. Vous avez encore le On partage? vous a retrouvé. Vous voyez encore le quoi? On vous a retrouvé, c'est bon. Vous nous avez retrouvés. Ben, c'est nickel alors. Voilà, Est-ce si vous qu'il y a avez des des questions, questions complémentaires? ouais. Oui, et je veux bien, Camille. Donc c'est Marina Patroucheva, collectif Hors du commun. Déjà, je vous remercie beaucoup et pour l'organisation, Camille, et pour votre intervention. J'espère, oui, que nous aurons le PowerPoint parce que c'est dense. Voilà, et donc je me disais, c'est peut-être pas la peine non plus, voilà, de tout noter puisque les schémas sont complexes mais clairs quand même. Voilà, donc on comprend bien l'enjeu. Moi, c'est, je dirais, une question et peut-être une sorte d'observation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Autour de moi, donc dans notre tiers-lieu qui est associatif, nous accueillons beaucoup d'indépendants. Donc, quelque part, j'écoutais votre intervention avec une sorte de double écoute, d'un côté pour nous en tant que tiers-lieu, mais aussi pour voilà, les usagers, les résidents qui sont souvent indépendants. Et voilà, je vous partage le climat ambiant. J'ai l'impression que beaucoup cherchent plutôt à, comment dire, éviter ou à reculer ce moment en cherchant toutes sortes de justifications pourquoi on ne serait pas concerné. Moi, personnellement, votre intervention, moi, quelque part, m'encourage à aller plutôt dans ce sens, c'est plutôt y aller assez rapidement, tout simplement parce que l'impression que j'ai, c'est on va pas y échapper. Et le fait de tout le temps chercher des justifications, des rescrits, des combines pour, entre guillemets, ne pas y être, finalement, comment dirais-je, ne fera pas tellement, enfin, ne sera pas nécessairement bénéfique puisque à un moment donné, on sera dans un univers où tout le monde y sera. Voilà. Donc, si je comprends bien, et peut-être c'est là que j'aurais besoin de votre validation, c'est donc faire une sorte de diagnostic pour chaque structure. Finalement, voilà, combien déjà de lignes, combien de factures on émet, se positionner sur la bonne plateforme, peut-être avec le soutien de notre cabinet d'expertise comptable, s'il peut déjà nous proposer quelque chose. Euh, et puis, quelque part, j'ai l'impression que c'est pas finalement si sorcier que ça, finalement. On passe déjà par des plateformes électroniques pour faire des devis, émettre des factures, payer. Donc, j'avoue que je vois pas tellement pourquoi ça génère une telle nervosité. On a effectivement quelques adhérents artisans qui, vous savez, font encore des factures sur les petits carnets. Ça, je peux comprendre qu'il y en a qui sont tellement éloignés du monde numérique. C'est plus, à mon sens, là que se réside vraiment le problème que pour les structures qui passent déjà par des outils. Peut-être qu'il faut maintenant juste voir comment on les connecte ou est-ce qu'on abandonne un outil pour aller au profit d'un autre. Voilà, je vous remercie encore et je m'en arrête là. Alors déjà, on vous remercie d'avoir partagé avec nous ce sentiment. Effectivement, parfois il peut y avoir une tentation de certains de vouloir reculer ou parfois il y a des gens qui pensent euh, à tort en fait ne pas être concernés par la réforme. En fait, on vient de voir que le champ il est extrêmement large. C'est vraiment un message qu'on fait passer. On a commencé en septembre de l'année dernière en fait à aller à la rencontre des entreprises nous de Moselle.
Donc, on a fait presque 70 interventions là, depuis septembre de l'année dernière. C'est vrai qu'à chaque fois, on a des gens qui sont un peu surpris en fait de ce point-là. C'est pour ça qu'on insiste vraiment fortement là-dessus. Le message, il commence quand même à passer de ce point de vue-là. Il commence quand même à passer de ce point de vue-là. Alors, vous avez bien dit effectivement que c'est important de pas attendre trop longtemps maintenant parce qu'on arrive, on est 1er juillet. La réforme, elle va être déployée dans sa première phase au 1er septembre 2026. Là, c'est de plus attendre pour commencer à réfléchir et éventuellement à choisir sa plateforme agréée. Souvent, dans beaucoup de cas, la réflexion ne va pas être si longue que ça, dans la mesure où, pour une très petite entreprise, souvent le chef d'entreprise, il sait à qui il facture. Il connaît le profil de ses clients, de ses fournisseurs et il sait à peu près, quand on leur pose la question, ils savent très vite nous dire bah, j'en fais une par mois, j'en fais 3 par mois ou j'en fais 100 par mois. Donc là, ça, à mon sens, ça peut aller relativement vite, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Alors, je le dis toujours avec une petite pointe d'humour, mais la réforme, elle est au 1er septembre 2027 et il faut se rappeler que le mois juste avant, ben, c'est le mois d'août. Et on sait tous que au mois d'août, voilà, l'état de la France, on sait comment ça se passe. Donc, je leur signale toujours, n'attendez pas trop, effectivement. Hein. Alors, même si on pense que, ben, de toute façon, les acteurs de la réforme, eux, ils seront sur le pont au mois d'août. Je ne me fais pas de soucis non plus là-dessus. C'est 1er septembre 2026, hein. Je pense que Ah, j'ai dit bah, 2027, pardon, 2026, hein, excusez-moi. oui, effectivement, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui est assez partagé lorsqu'on fait des interventions, hein, que c'est surtout cette crainte de la nouveauté. Je pense que c'est plus ça, d'être un petit peu dans l'inconnu, si je puis dire, mais c'est vrai que cette réforme, elle apporte aussi un certain nombre d'avantages pour les entreprises. Donc, que ce soit, il y a effectivement une partie des entreprises qui tient encore son cahier de recettes manuscritement, qui fait tout de manière papier, mais c'est vrai que ce passage-là, ça peut leur apporter un certain nombre d'avantages, parce qu'on est dans cette optique-là où effectivement tout va être dématérialisé. Donc autant s'y mettre tout de suite et pouvoir bénéficier voilà, des avantages de la facturation électronique, d'un suivi comptable par exemple informatisé, beaucoup plus simple, une transmission des données qui peut être plus simple et plus rapide si tout est informatisé via les plateformes agréées, c'est-à-dire qu'elles recevront des données, il y aura un rapprochement qui pourra être fait effectivement entre les données de la comptabilité et les plateformes agréées. Donc c'est ce qu'on essaye c'est le message qu'on essaie de faire passer aussi lors de nos interventions auprès des entreprises, mais on comprend et on le sent qu'il y a cette crainte, hein, qui persiste, dans la mesure où c'est une nouvelle réforme, c'est tout nouveau. On peut pas, je ne sais pas si on peut comparer ça à la réforme du prélèvement à la source, hein, qui a eu lieu il y a quelques années, mais bon, là c'est une réforme d'ampleur plus importante, hein, en termes de facturation électronique. Mais voilà, aujourd'hui, le prélèvement à la source fonctionne. Effectivement, au début, il y a eu des petits ajustements à faire, mais ça fonctionne. Voilà, le but, c'est que on entre dans ce schéma, dans cette volonté de dématérialiser, et à terme, ça n'aura que des avantages et des bénéfices pour tous, que ce soit pour les entreprises ou pour l'État. Donc autant s'y mettre de suite, en fait, que de repousser. En fait, on a aussi des entreprises qui nous disent on perçoit bien l'avantage pour l'État, mais on ne perçoit pas, nous, l'avantage pour les entreprises. Alors là, c'est vraiment un ressenti qui dépend vraiment beaucoup des entreprises. Ça dépend vraiment beaucoup des entreprises, et parce que elles perçoivent pas forcément. Alors pour des entreprises qui sont de taille, je dirais moyenne, elles voient pas forcément immédiatement le gain de temps que ça peut apporter ces transmissions de données, je dirais, cette introduction des données finalement en comptabilité. Ils ne voient pas finalement le gain de temps que ça peut apporter, donc qui est en fait un gain d'argent, hein, concrètement. Après, sur des très petites entreprises qui sont en micro, qui n'ont pas vraiment de comptabilité, on comprend un peu plus, si vous voulez, l'argument. Néanmoins, finalement, c'est une manière, cette réforme, de formaliser un petit peu aussi
des manières de tenir, par exemple, le cahier de recettes ou pour certaines entreprises, de bien tenir leur cahier de dépenses quand elles font, par exemple, des activités d'achat-vente. Donc, c'est une manière un peu différente de fonctionner de ce qui existe aujourd'hui, qui va permettre de formaliser et probablement d'être un peu plus efficient que ce qui existe aujourd'hui. Par contre, c'est sûr, notamment, et je ne sais plus si c'était Madame Pereira ou vous-même qui le disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sont plus éloignés de l'outil informatique. Ça nécessite forcément un investissement, probablement au départ en temps, pour s'approprier les nouveaux outils, pour probablement aussi les paramétrer. Effectivement, il y a un effort très certainement à faire et pour se préparer un petit peu à la réforme. Soit dit en passant, vous savez, on vous a dit tout à l'heure l'obligation d'émission de factures électroniques, elle intervient au 1er septembre 2027. Mais il n'y a rien qui empêche les entreprises de commencer à faire une, deux, trois factures électroniques entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027. Alors, je prends une question du chat. Peut-être nous utilisons Pennylen aujourd'hui. Y a-t-il une démarche à faire? Alors, ce qu'il y a, je sais pas. Alors, Pennylen, en fait, c'est un logiciel qui s'adresse surtout aux PME, TPE, PME, me semble-t-il surtout. Alors, là, alors, ils vont devenir, en fait, ils vont avoir leur propre plateforme agréée. Ce qu'il faut juste voir, il faut peut-être juste prendre contact avec eux parce que peut-être qu'il va falloir quand même au moins remplir le formulaire d'opt-in en ce sens. Hein. Alors, d'accord. Là, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous aviez d'autres interventions, d'autres questions à faire. Merci. Ouais, pour Pennyline, je pense que effectivement, mon comptable il suit. Voilà, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais je me posais effectivement la question par rapport à Optim, s'il fallait faire cette démarche-là. Ouais. Alors effectivement, alors il est possible que vous ayez donné aussi mandat à votre comptable. Parfois, il y a le mandat qui est donné directement au comptable qui va faire en fait le formulaire pour vous. Mais il faut voir si ça a été fait ou pas en fait, hein, simplement. Alors on est en train de changer, on a changé de comptable et pour l'instant entre l'ancien comptable et le nouveau, il n'y a pas encore eu la passation c'est une galère sans nom. Voilà, je voulais reprendre moi-même la main dessus, sauf que Penny Lane refuse parce que question déontologique, il faut que ce soit les deux comptables qui se mettent d'accord. Donc c'est un petit peu galère, hein. C'est pour ça que je posais la question aussi de savoir s'il y avait une démarche spécifique à faire, puisqu'on l'utilisait déjà l'année dernière. Donc on sait que c'est prêt pour la facturation électronique. Moi, il y a une autre chose. Je posais la question tout à l'heure des petites courses, effectivement, parce que quand on a un événement, il manque. Enfin voilà, il y a la canicule, il manque de l'eau. On voit que les gamins sont desséchés. Souvent, il y a un bénévole qui prend le vélo, qui va aller chercher un pack d'eau ou du sirop ou des gâteaux. Enfin voilà, au supermarché à côté. S'il est obligé de passer à la caisse centrale, faire une demande de facture électronique, c'était plutôt ça en fait. Ma question par rapport aux petits tickets, c'est que ça risque de complexifier nous. Enfin, il va falloir qu'on anticipe beaucoup à l'avance. Il faut voilà. Est-ce que voilà. Alors, en fait, complexifier, pas forcément. Au contraire, ça devrait plutôt simplifier les choses. En fait, là-dessus, hein, concrètement, aujourd'hui, normalement, l'obligation de facturation, elle existe déjà entre assujettis. Après, voilà, on sait que parfois, il y a des usages qui sont un peu différents. D'accord, ça regarde chaque entreprise, mais il faut savoir effectivement que ça peut soulever un certain nombre de difficultés, notamment sur la question de la TVA, parce que en fait c'est une condition d'application stricte normalement de la déduction de la TVA d'avoir une facture en fait. Hein. Maintenant ceci étant dit, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous devez passer en caisse centrale, vous êtes obligé de donner toutes vos coordonnées si vous n'avez pas de compte auprès du magasin. Demain, en fait, je suppose que l'opérateur va pouvoir saisir directement le numéro sirène
Peut-être que vous aurez une sorte de carte aussi, hein, tout simplement. Peut-être qu'on va pouvoir scanner. Vous savez, j'avais l'autre jour une des plateformes qui m'en parlait de ça, de pouvoir scanner une sorte avec une douchette, par exemple, où le numéro sirène sera écrit sur la carte de visite. Et puis, il y aura juste à ressaisir pour l'opérateur, ce qui permettrait de gagner pas mal de temps, en fait, justement, hein. Après, simplement, vous auriez plus le ticket, vous auriez directement la facture qui sera reçue sur votre plateforme agréée, tout simplement. Mais je vois aussi, par exemple, les petits producteurs. On va de temps en temps chez des petits producteurs locaux, chez des bouchers, pour des petits déjeuners, sur des choses comme ça. Aujourd'hui, moi, je vois mon boulanger, je fais des petits déjeuners hein, tous les mercredis matins. Il me fait encore la facturette papier. Ouais. Voilà. Alors, et bien sûr, il va devoir s'y mettre, mais Ouais. mais Alors, c'est comment mettre la pression en fait pour avoir une facture de manière électronique et pas ouais. une facture. Alors là, le truc, c'est que votre boulanger, normalement, il y a de bonnes chances qu'il ait maintenant une caisse électronique, caisse certifiée. C'est pas le cas encore? Permet aussi de faire ses factures, de tirer des factures, hein, tout simplement. Simplement, la facture, elle sera pas, elle sera pas en fait papier, elle sera simplement électronique, hein. On sait qu'il y en a encore, on a encore certains commerçants qui n'ont pas de caisse électronique ou de caisse certifiée. Là, ça va être un peu plus compliqué pour eux parce qu'il va falloir qu'ils fassent vraiment le suivi de leur chiffre d'affaires jour par jour. Je vous prends même un exemple. On a des gens qui sont sur marché. Souvent, ils ont maintenant des terminaux, vous savez, de paiement. Alors, je ne fais pas de pub pour un fournisseur ou un autre, mais de type SumUp, hein, parce qu'on voit tous que c'est le SumUp. Le SumUp, en fait, leur envoie un récapitulatif au bout de Ah, quelques jours des chiffres d'affaires moi, ça, alors, je sais pas. encaissés, enfin, des, des montants encaissés euh, jour par jour. Donc, ça leur permet de faire. Ils doivent. On a un petit problème un petit souci de bande passante. On va attendre Plus 2 de secondes. réseau, oui, ça On va a un revenir. problème de réseau. Donc, on va On vous travailler. voit en accéléré là, du coup. Voilà. Vous nous entendez de nouveau? Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. On a un petit souci de réseau apparemment. Donc je vous disais, oui, donc les sum-up ou les terminaux, ils permettent de faire des récapitulatifs. Donc après, c'est pas apparemment pour l'instant, ça serait pas encore solution compatible, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas vérifié. Mais en fait, ces montants, ils sont juste à reporter jour par jour dans les plateformes agréées pour faire le e-reporting. Et donc, en fait, comme je vous le disais, c'est un peu une autre manière de tenir le cahier de recettes parce qu'on sait que certaines plateformes qui gèrent, qui s'adressent vraiment aux TPE et notamment aux micro-entreprises, justement, elles vont permettre de tenir ce cahier de recettes directement dans l'application. Et après, ben, ils n'ont que à rajouter évidemment les sommes reçues en espèces hein, sur le marché. Oui, nous on Comme utilise aujourd'hui, en fait, hein. Kik et ça fait le lien directement avec Penny Lane. On peut directement le mettre en lien. Voilà. Après, c'est juste, je posais cette question parce que je pense que dans beaucoup de nos tiers-lieux, en fait, le fait d'aller chercher un tube de colle parce qu'on est en animation, enfin voilà, on a quand même beaucoup encore de tickets de caisse ou Ouais. de voilà parce qu'on envoie un bénévole chercher ce qui manque sur la dernière animation ou et je pense que c'est courant dans nos tiers-lieux je pense que c'est un point qui est assez important de pouvoir l'anticiper Oui. dans nos usages. Voilà, que ce soit Euh, effectivement créer des comptes chez chacun de nos, nos partenaires voilà, locaux, petits producteurs ou voilà, moi je travaille avec le tabac presse, quand il manque un tube de colle, j'ai ou une ramette de papier, je vais là-bas quoi. Ah, bien sûr, ouais, 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 tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, de toute façon, c'est quand même. On a eu beaucoup de réactions hein, en ce sens, hein, effectivement. Mais comment ça va se passer quand je vais aller au supermarché demain? Alors, je pense que cette réforme aussi, on en est encore un peu au début. Je pense qu'il y a les solutions techniques qui sont pas encore toutes
comment dire, on n'est pas à l'achèvement des solutions de nouvelles solutions techniques qui vont se développer pour simplifier la vie, en fait, pour nous simplifier à tous la vie, en fait, hein. Voilà. Alors, je crois que notre réseau est en train de tout doucement de rendre l'âme, j'en suis désolé. On vous a retrouvé. Voilà. Ah, ça y est. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Nous, on va en tout cas prendre le temps de bien mettre en ligne cet enregistrement, puis de vous repartager la diapositive, puis de la partager à tous les adhérents du réseau Tiers-Lieux Grand Est. J'ai vu que d'autres réseaux régionaux et d'autres partenaires lançaient ce même type de vidéo, mais bon, c'est toujours bien d'avoir des réponses à nos questions, Si et de possible, rendre ça j'ai plus peut-être vivant. juste ouais, une dernière question. Donc, j'ai vu que en fin de présentation, vous avez indiqué le numéro de téléphone où on peut se renseigner. Est-ce qu'au niveau national, il y a un dispositif qui prévoit quand même quelque chose au-delà juste d'un numéro de téléphone, bah, notamment en pensant à tout ce tissu de petits artisans dont parlait Anne-Catherine aussi tout à l'heure, qui ont souvent besoin juste qu'on leur montre. Vous savez, c'est très peut-être simple et humain, mais pas uniquement en ligne, mais peut-être des ateliers ou des lieux où je me demande même si, tu vois, Camille, si les tiers-lieux ne peuvent pas devenir ces lieux où peut-être il y a des permanences ou euh, la présence quand même physique humaine de spécialistes. Je ne sais pas si c'est envisageable, même économiquement, si c'est possible. Alors, nous, au niveau administratif, finalement, on peut que encourager les entreprises à passer par leur messagerie électronique ou pour poser des questions ou pour, je dirais, passer par le numéro national. Sachant que nous, l'administration fiscale, on ne fera pas le service après-vente, des plateformes et on vous conseillera pas une plateforme. Parce qu'en fait, on a une obligation de neutralité en tant que fonctionnaire d'État, hein. On fait très très attention à ça. Par contre, en fait, bah, déjà, il y a pas mal d'infos qui peuvent être trouvés directement auprès des plateformes agréées, tout simplement, hein, qui font vraiment souvent, ils ont des sites internet où on va trouver assez facilement des vidéos sur les sites hein, de type streaming, type YouTube. Quand on tape un peu leur nom, on va trouver des infos qui sont déjà assez intéressantes ou directement sur leur site internet. On va trouver pas mal de choses et parfois des démonstrations un peu comment ça fonctionne. Ce qui nous est arrivé en présentation, on a fait des présentations conjointes avec plusieurs plateformes agréées. Nous, on faisait la présentation un peu théorique, hein, etc. Et puis, les gens avaient un peu l'impression que c'était quelque chose d'assez compliqué. Et puis, d'un coup, on leur montre à quoi ça ressemble et quelles sont les manipulations. Et puis, d'un coup, ils disent, ah d'accord, c'est ça. OK, on a compris et souvent, ça va mieux. Voilà. Après, effectivement, voilà, je ne peux pas répondre par rapport au tiers-lieu. Je laisse peut-être Mme Pereira répondre là-dessus. Oui, faut qu'on regarde comment on peut mobiliser et quels tiers-lieux ont envie de se porter volontaire sur cette expérimentation, mais on peut en effet tester cette démarche pour être au plus près de nos résidents et puis des structures sur le territoire. Ça peut être rapproché aussi de l'accompagnement autour des guides assos, enfin voilà, comment on accompagne les autres porteurs de projets, partenaires, et comment certains tiers-lieux se portent volontaires sur ce type d'accompagnement, ouais, absolument. Il y a des formations qui sont parfois aussi proposées par des chambres consulaires, hein. Donc là, il faut se renseigner auprès d'elles. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter l'enregistrement et puis de vous remercier pour votre présence à toutes et tous. Merci Philippe, merci Johanna pour votre accompagnement aujourd'hui. Donc on va partager ça assez largement Merci à à vous. nos adhérents. Et puis on Oui. reviendra vers vous s'il y a des questions spécifiques, peut-être par N'hésitez mail. ouais, n'hésitez pas à nous faire suivre également l'enregistrement, c'est toujours intéressant.